Coucou Estelle. Alors, je t'invite sur le live. Non, vas-y, demande-moi à être invitée, je t'accepte. Ok. Alors. On va attendre que des gens se connectent. Voilà, je te fais la demande sur Instagram. Ça y est. Accepté sur Instagram. Donc, je ne sais pas si toi, tu vois s'il y a des gens qui sont connectés sur Zoom. Est-ce que tu arrives à le voir? Alors, pour le moment, sur Zoom, je ne vois pas encore de connexion. Sur Instagram, ça monte. Bon, ben déjà, bonjour à tous. Là, on est dans le cadre du Live by Rééduca, qui est le salon de la rééducation, donc de kinésithérapie. Et on est avec Charline, sage-femme, donc qui est une sage-femme, pour discuter de la prise en charge multidisciplinaire dans la prise en charge en périnatalité. Exactement. Donc, peut-être je vais me présenter. Je ne sais pas si on attend des connexions ou pas. Écoute, sur Zoom, j'ai vu un truc s'apparaître disant 30 connectés, mais je ne... Oui, non, je pense pas encore. Bah, écoute, on va quand même... Ouais, ce sera... Donc, moi, je m'appelle Estelle, je suis kinésithérapeute à Paris. Je fais uniquement de l'abdo-périnéologie, abdominopelvie-périnéologie. Donc, c'est la prise en charge de tous les troubles de la sphère pelvienne, donc avec des méthodes de kinésithérapie. Si on me pose des questions, j'expliquerai mes formations. Mais voilà, j'ai un cabinet depuis 2009. Et donc, je prends en charge les patientes en prépartum et en postpartum. Et voilà, donc nous sommes avec Charline qui va se présenter. Oui, alors donc, du coup, moi, je suis Charline, je suis sage-femme. Je suis sage-femme libérale depuis 2018, enfin, ça va bientôt faire 2 ans. Avant ça, j'ai travaillé plusieurs années dans le monde hospitalier, donc que ce soit vraiment le suivi de grossesse au sens large, j'ai fait plusieurs années aussi en salle de naissance. Et à présent, en libéral, du coup, je fais du suivi de grossesse, du suivi de gynéco. Je fais de la préparation à la naissance, de la rééducation du périnée et du coup, voilà pourquoi aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ce sujet. Donc déjà, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu ce que tu fais donc avec tes champs de compétences dans la préparation à l'accouchement. Ouais. Donc en préparation à l'accouchement, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la préparation à la naissance, à l'accouchement et à la parentalité, ça peut se faire à l'hôpital ou en ville. Je vais parler globalement de ce que les sages-femmes peuvent faire parce que chaque sage-femme crée son propre programme de prépa à la naissance. Donc ce que moi je fais personnellement n'est pas forcément ce que fait la voisine. Donc globalement, les cours de prépa, c'est soit des cours théoriques où on explique aux patientes comment se passe l'accouchement, comment se passe l'allaitement, comment se passe l'arrivée d'un bébé, le postpartum, etc. Il y a aussi des cours pratiques où on peut faire par exemple de la sophro, du yoga, etc. En quoi le périnée pour le... Pardon? Je peux te couper 2 secondes? Vas-y. Donc, toutes ces formations qui te permettent de prendre en charge, c'est des formations que tu fais en plus ou qui sont dans ton cursus initial? Un peu les deux. En fait, dans notre cursus initial, on voit et on suit aussi des cours de préparation à la naissance. On voit les informations clés à donner. Concrètement, quand on se lance en libéral, je trouve qu'on manque, et après ça dépend peut-être aussi de la formation initiale, hein, évidemment, toutes les écoles sont différentes, on manque peut-être de moyens pour vraiment construire tout un déroulé de prépa. Et c'est pour ça aussi que chaque sage-femme peut aussi faire un peu ce qu'elle souhaite. Mais par contre, j'allais dire, confectionner les cours, se dire, bah voilà, en 7 cours, j'ai autant de choses à aborder, ça demande un petit temps de préparation. Mais par contre, ce qu'on y met, ce qu'on y raconte dans nos cours, c'est vraiment tout ce qu'on apprend en 5 ans d'études et avec l'exercice après. Donc là-dessus, on délivre juste tout ce qu'on sait et ce qu'on partage à nos patientes. Et l'expérience qu'on a en salle de naissance fait qu'on sait très bien ce que les patientes ont besoin de savoir le jour J pour l'accouchement. Et donc c'est une séance. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a 7 séances prises en charge à 100% par la Sécu, c'est-à-dire que les patientes n'ont pas juste leur cas vital, elles n'ont rien besoin d'avancer. Après, selon les séances et les lieux d'exercice,
Ça arrive que certaines sages-femmes demandent un dépassement, mais globalement, il y a des séances prises en charge à 100%. Et tu peux faire en parallèle en plus une prise en charge, par exemple en sophro, Bah, alors, tu peux, mais pas forcément avec la sage-femme, parce que pour le coup, la sage-femme qui fait de la sophro, c'est dans le cadre de sa prépa. C'est pas une sophrologue, tu vois. Donc, au niveau de la mutuelle, tu n'es pas non plus sophrologue. Mais par contre, effectivement, il y a des choses qui peuvent être en plus au niveau de la mutuelle, que ce soit avec une sage-femme ou avec d'autres professionnels. Moi, j'encourage carrément les patients qui ont envie de faire, qui ont envie effectivement d'être suivis par une sophrologue en plus de leur prépa à la naissance avec la sage-femme, carrément. l'autonomie aussi. Ouais, l'autonomie. Il y a également de la préparation à la naissance en piscine, du chant prénatal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis sûre que j'oublie quelque chose en prépa à la naissance. Bon, tu vendras peut-être après. Mais voilà, mais du coup, dans tout ça, c'est sûr qu'on prépare surtout effectivement à l'accouchement, à l'allaitement, à l'après. Et après, selon les sages-femmes, on parle plus ou moins de périnée. Donc, on peut en parler à différents moments de la prépa. On peut en parler au moment où on parle de l'accouchement, parce que forcément, on explique ce qui se passe au moment du périnée. Qu'est-ce qu'un périnée? C'est l'occasion de le présenter. On explique ce qui se passe à ce moment-là. On parle de comment pousser. Tout à fait, je vois que sur Instagram, on me rappelle les trucs que j'ai oubliés. Hypnose, acupuncture, tout à fait, je vous remercie. À lire en même temps, toi. Oui. Et donc ça, et qu'est-ce que je disais? Donc on parle du périnée à ce moment-là. Généralement, on en parle également quand on parle du postpartum pour un peu prévenir les patientes de l'après-accouchement et du coup de ce qu'elles peuvent ressentir au niveau du périnée. On parle aussi, par exemple, du massage du périnée, de l'intérêt pendant la grossesse de le faire, de prendre connaissance de cette zone du corps, de ne pas hésiter à la toucher, à la masser, à la contracter, pour déjà prendre possession des lieux, se rendre compte de ce que c'est comme zone. Je pense que c'est compliqué de comprendre où on doit pousser quand on a du mal, ne serait-ce qu'à visualiser où ça se passe, en fait. J'ai l'impression que c'est un mot tabou de dire qu'on accouche par le vagin, alors que c'est quand même intéressant de savoir par où ça sort pour comprendre quels muscles s'engagent et comment on fait pour pousser. Et pour la prépa, et après je te laisse la parole sur toi, ta prise en charge en prénatal. Mais voilà, et la prépa, on parle aussi du périnée quand on parle des différentes postures d'accouchement, les différentes postures et les différentes manières de pousser. Voilà, moi j'approfondirai peut-être après. Donc nous, c'est pas de la préparation à l'accouchement qu'on fait, c'est plus de l'accompagnement. Donc en fait, il y a des gros changements biomécaniques au niveau du corps de la femme pendant la grossesse, c'est une évidence. Et on peut accompagner ces variations qui font que parfois il y a des maux qui apparaissent. Donc des maux qui peuvent être des douleurs au niveau du pubis, des douleurs lombaires, des instabilités du bassin. Donc on accompagne beaucoup dans tout ce qui est tissu mou, donc ligaments, muscles, tout ce qui est douleurs articulaires. Donc ça va être un accompagnement très global, mais c'est pas une préparation. On va pas préparer les femmes à accoucher, évidemment, c'est pas dans nos champs de compétences de kinésithérapie. Et du coup, on accompagne le corps dans sa globalité, entretenir le tonus, mais en même temps donner de la laxité pour que le bassin puisse permettre la sortie du bébé. On prépare aussi, comme vous, les muscles périnéaux. Donc, on explique aussi avec un périnée en plastique. On explique bien comment est constitué le périnée, de muscles, de tissus conjonctifs, de ligaments, ce qui va se passer, pourquoi il faut le préparer, l'intérêt de l'assouplir, comment l'assouplir éventuellement, surtout pour des patientes qui ont des périnées hypertoniques, leur apprendre à préparer elles-mêmes leur corps à cet accouchement. Et donc, c'est beaucoup d'exercices, par exemple, d'étirements, un peu comme vous devez faire aussi. Par exemple, il y a des sages-femmes qui doivent faire du yoga en préparation aussi. Oui, tout à fait. Voilà, donc beaucoup d'exercices physiques. On fait aussi beaucoup d'accompagnement pour les femmes qui veulent conserver une activité physique, voire sportive, pendant la grossesse. Donc, on les aide à adapter le sport qu'elles veulent pratiquer. On les aide aussi à orienter parfois l'intensité et le type d'activité sportive en fonction du bilan, en fonction de leur passé sportif, de leur capacité du moment.
qu'est-ce que j'oublie dans la préparation à l'accouchement. Donc, c'est surtout accompagner et essayer de vivre cette période avec le moins de mots possible. De pouvoir rester active. En plus, quand il y a un aîné à côté, de pouvoir rester active pour s'occuper du plus grand ou des plus grands et de pas se sentir handicapé parce que la grossesse, évidemment, c'est pas une période de handicap, mais c'est une période de chamboulement. Donc voilà, c'est plutôt, nous, ce serait plutôt de l'accompagnement. Oui, et non, mais c'est sûr, moi, je trouve que c'est essentiel. J'ai énormément de patients qui sont suivis par des kinés pendant la grossesse parce que c'est vrai que le corps se modifie tellement qu'il y a énormément de douleurs qui se présentent pendant la grossesse. Alors oui, même si nous, de notre côté, sage-femme, on fait par exemple de la préparation à la naissance en yoga, ou on peut également faire de la préparation à la naissance en piscine, qui peut vachement soulager les maux. N'empêche que ça demande effectivement, je trouve, un vrai accompagnement et ça paraît tout bête, mais la patiente qui a décidé de faire de la préparation à la naissance en sophro, enfin, une technique de sophrologie pour le jour J, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une patiente en fait qui n'arrive pas à profiter de sa sophro à cause de sa sciatique qui lui lançait, elle n'arrivait pas à se positionner correctement, tu essaies une position, tu essaies une autre, tu mets des coussins. Et c'est vrai que c'est en ça où je trouve que le fait de rencontrer différents types de professionnels selon nos besoins, finalement, on ne se dirait pas que le fait que toi, tu vois ta patiente en kiné, ben, en fait, ça va l'aider également sur sa séance de sophro. Et donc, elle va être plus à même de prendre les conseils de sophro. Et peut-être que grâce à cette sciatique soulagée par la kiné, elle va avoir des clés finalement également pour l'accouchement grâce à la sophro. Donc, c'est vraiment prendre la femme enceinte dans sa globalité, dans tout ce qu'elle vit, tout ce qu'elle traverse pendant sa grossesse. Je pense que c'est effectivement essentiel d'avoir toute une équipe derrière. Aussi un petit accompagnement psychologique. Ah bah clairement. Donc on n'est pas psy du tout, mais je pense autant toi que moi, on est là pour être à l'écoute. Que ce soit kiné ou sage-femme ou n'importe quelle profession du bien-être ou de la santé, on est là pour être à l'écoute, pour répondre aux besoins de nos patients. Et donc ça regroupe évidemment plusieurs compétences. Ouais, bah complètement. Enfin, ça c'est sûr. Je pense que ce soit en pré ou en post, ce temps qu'une patiente prend pour aller voir un thérapeute quel qu'il soit, c'est un rendez-vous qu'elle prend avec elle-même pour sa grossesse, pour son bien-être. Et généralement, je peux pas juste te dire, hop, je vais chez la sage-femme et je viens juste, par exemple, faire mon cours sur comment pousser. Et c'est tout, je me ferme à tout ce que je ressens, je ne parle de rien. Forcément que ça ouvre des portes. Et idem, quand vous manipulez, quand vous posez des questions, le fait de faire un interrogatoire et de juste demander « et sinon, comment ça va ?» Ça ouvre des portes. Non, là, on me demande quelle formation j'ai suivie. Donc, ouais. en thérapie, les formations qu'on peut suivre pour la prise en charge en prépartum. Alors déjà, il y a les formations de chacun. Par exemple, ceux qui font de la fasciathérapie, ceux qui font de la thérapie manuelle. Donc déjà, il y a toutes les formations qui sont pas spécialement orientées sur la grossesse, mais qui évidemment servent dans le suivi de la grossesse, puisque dans l'accompagnement pendant la grossesse, tous les maux sont des maux qui peuvent arriver en dehors de la grossesse, donc qui peuvent être soignés par des techniques. Donc voilà, je vais en oublier plein, c'est sûr. Moi, les formations que j'ai faites, donc j'ai fait de la thérapie manuelle en obstétrique avec le CRF Amostegui en Espagne. J'ai fait des formations avec le IRPP. J'ai fait Bernadette de Gasquet. Sinon, en plus global, pour pas refaire après le schéma de formation pour le postpartum, je vais faire un peu le schéma global de ce que j'ai fait pour la périnatalité en général. Donc, j'ai fait EIRPP, Luc Guillaume, Bernadette de Gasquet, Coffrier, LPF. LPF, c'est un genre d'hypopressif dynamique qui se fait en Espagne. J'étais aussi ambassadrice France de LPF il y a 2-3 ans. J'ai été aussi formatrice pour l'EIRPP, donc qui est une école de formation en pelvipérinéologie. Il y a aussi l'IPPP. Enfin, il y a beaucoup de formations qui existent. Je ne sais pas si j'ai cité aussi Bernadette de Gasquet, mais bien sûr, j'ai fait 2 fois l'intégrale de Bernadette de Gasquet. Et il y a vraiment beaucoup de formations qui aideront les kinésithérapeutes à suivre leurs patientes pendant la grossesse. Mais je pense que même des spécialisations qui ne sont pas orientées grossesse,
évidemment, peuvent aider pour ce suivi. Oui, carrément. Donc voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est prépartum. On a peut-être un peu fait le tour. Oui, je pense. Alors comme tu as travaillé en salle de naissance et qu'en kiné, moi j'ai été en salle de naissance parce qu'en Belgique, les kinés sont en salle de naissance. Ok. Donc j'ai fait un stage où j'étais pendant un mois en salle de naissance, c'était super intéressant. Mais pour les kinés français qui nous suivent, je pense que ce serait un peu intéressant que tu nous décrives la salle de naissance, comment toi tu accompagnes la patiente à ce moment-là. Alors, donc, du coup, la sage-femme, c'est vraiment le garant de la sécurité de l'accouchement, de la grossesse, de l'accouchement. Globalement, toutes les patientes, peu importe que vous accouchiez dans une maternité privée ou publique, vous allez rencontrer une sage-femme. C'est généralement la sage-femme qui va s'occuper du suivi de tout le travail, donc vraiment le suivi des tensions, des constantes, pardon, de la patiente, du monitoring, voilà, vérifier en gros le bien-être général des personnes qu'on suit, du coup la mère et son enfant. La plupart des accouchements aujourd'hui en France se passent quand même sous péridurale, mais globalement, que ce soit avec ou sans péri, on essaie un maximum d'être disponible pour suivre les patientes. Globalement, une patiente sans péridurale, on peut se mettre dans un coin de la pièce et la laisser gérer et plutôt être là si elle a besoin de quelqu'un sur qui s'appuyer. Mais en fait, on va juste lui permettre d'avoir confiance dans ce qu'elle sait faire et ce qu'elle a sûrement vu en prépa. On est plus le filet de sécurité, mais on la laisse faire. La patiente avec péridurale, évidemment, on la laisse faire, mais comme elle a moins de mobilité avec la péridurale et du coup, elle sent plus son ventre jusque ses pieds, là, pour le coup, la sage-femme qui suit une patiente sous péridurale, en plus de vérifier ses constantes globalement une fois par heure, généralement, elle va essayer de lui proposer des postures. Une fois par heure, il est possible de demander, ou même plus souvent, hein, si on le souhaite, de ne pas passer toutes ces heures de travail qui peuvent durer aussi plusieurs heures, 7 heures, 16 heures, voilà, allongées à plat dos. Clairement, je ne vais pas la prendre au kiné. Vous le savez, tu l'as dit, le bassin, il est capable de bouger. Ce bassin, il a, on va dire, une forme de V. Le bébé, quand il est dans l'utérus, sa tête se place au niveau du détroit supérieur. Et donc, le but, c'est grâce aux postures, j'essaie justement, je te remercie. Oui, j'avoue qu'il est là-bas. Le but, du coup, c'est vraiment d'essayer toute une phase du travail, d'essayer un maximum d'ouvrir ce détroit supérieur en proposant des postures asymétriques, en ouvrant les hanches, en ouvrant les genoux, en relevant les genoux. Enfin, voilà, essayer de proposer des postures. En gros, on va essayer de ne pas laisser la patiente pendant 12 heures à plat dos, les jambes croisées, de varier les postures jusqu'au moment où vient le moment d'accoucher. Je vous le fais bref. La majorité des patientes aujourd'hui, on le sait, accouchent en position gynéco. Sans péri, elles accouchent clairement dans la position qu'elles le souhaitent au moment venu. Voilà. Les patientes avec péridurale, la plupart accouchent sur le dos. D'autres, de plus en plus, accouchent sur le côté. Et après, selon les envies de la patiente, l'habitude des soignants et la manière dont elle sent ses jambes, on peut tenter des choses un peu plus acrobatiques qui sont pas forcément simples avec une péridurale, par exemple se mettre sur les genoux ou se mettre un peu semi-assise pour essayer d'avoir des postures un peu plus physiologiques, mais soyons honnêtes, il faut aussi trouver le juste équilibre entre ce que ressent la patiente. Si c'est pour être dans une posture acrobatique alors qu'elle ne ressent pas ses jambes, ce sera pas non plus confortable pour elle. Donc voilà, je suis pas du genre à diaboliser la position gynéco. C'est juste important, je pense, de savoir qu'il existe d'autres choses. Et surtout, c'est le moment où, du coup, on va demander à la patiente de pousser. Alors, la poussée, c'est important, je pense, d'en parler en périnée parce que globalement, on explique aux patients qu'il existe deux techniques de poussée. La poussée en bloquant, la poussée en apnée. J'inspire, je bloque, je pousse. Et la poussée en expire. J'inspire, je pousse en laissant un filet d'air échapper. Ça peut être juste en pinçant les lèvres. Ça peut être en utilisant des outils tels que le Wiener Flow. Un outil qui crée une résistance quand on souffle. A priori, pour le périnée, il semblerait quand même que de pousser en expire soit plus protecteur parce qu'à la fois vous expirez, donc votre périnée n'est pas tout contracté comme quand vous êtes en apnée et en poussée totale. En gros, vous poussez
sur votre utérus, sur votre périnée et sur votre bébé, alors qu'en expire, le périnée a lui de son côté envie de monter pendant que le bébé a envie de descendre. Ça, c'est la théorie. En pratique, encore faut-il que les patientes ressentent bien la poussée en expire, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est vrai. Et c'est vrai aussi que forcément, en expire, on a parfois moins de force qu'en bloquant l'air. Donc, c'est vraiment un exercice, je trouve, à faire en amont pendant la grossesse, mais à aussi bien accompagner en salle de naissance par les équipes. Voilà. Par exemple, en préparation, en pré-grossesse, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas travailler les abdos. Alors, on est d'accord qu'il ne faut pas travailler les grands droits parce qu'ils sont là pour s'écarter. Donc, il faut les laisser se distendre et s'écarter. Par contre, les transverses de l'abdomen, les travailler, c'est vraiment très, très sain. Un, parce que ça remonte le bébé, ça permet qu'il y ait moins de poids sur le périnée pendant la grossesse. Ça corrige la posture au niveau du bassin pour qu'il y ait moins de tension. Et ça permet justement de démouler le bébé, parce que quand les transverses sont actifs à l'expiration, on peut accoucher en expiration freinée avec un transverse qui va aider à engager le bébé dans la bonne direction. Alors que quand on est en apnée comme ça, hop, on va plutôt pousser avec les grands droits, ça va pousser vers l'avant, vers le pubis, et évidemment, ça va moins aller vers le vagin que si on pousse avec les transverses. Et il y a plein d'exercices qu'on fait en préparation, justement, pour retonifier les transverses, alors qu'effectivement, les patients me disent « Ah non, je dois surtout pas faire d'abdos, on m'a dit que je dois surtout pas faire d'abdos pendant la préparation, pendant la grossesse », mais il y a vraiment abdos et abdos, donc il faut aussi prendre la mesure des choses et pas être bloqué sur non, pas d'abdos, oui, des abdos, ou voilà, il faut s'adapter et bien comprendre que les transverses, ça va aider pour l'accouchement. Oui, tout à fait. Je vois, il y a quelqu'un sur Instagram qui demande pourquoi ne pas travailler les grands droits des abdos. Ce sont les moins écarteurs de la ligne blanche. Oui, bon, alors ça, à voir dans quelle position on les travaille, évidemment. Le problème des grands droits pendant la grossesse, c'est qu'il faut qu'ils se distendent vers l'avant, puis qu'ils s'écartent. Et en fait, si on les travaille trop, s'ils sont trop toniques, ils ont du mal à se distendre et à s'écarter. Et là, ça met des tensions sur la ligne blanche. Alors évidemment, après, comme en kinésithérapie, on a un gros problème, c'est que toutes les techniques sont ultra critiquées. Il n'y a pas grand-chose qui est prouvé parce que forcément, on n'est pas des souris, on ne peut pas prendre 100 clones et leur faire les mêmes exercices et dire celui-là il est bon, celui-là il n'est pas bon. Il y a des morphologies, il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en compte. Déjà, sur une morphologie différente, un exercice n'aura pas les mêmes conséquences. Donc voilà, en kinésithérapie, on a vraiment un gros problème de diaboliser certaines techniques, mettre d'autres techniques en haut du genre c'est le Graal, ça va pour tout le monde, mais on n'a pas tous les mêmes morphologies. Et voilà, donc ce qui est un peu compliqué en kinésithérapie, je trouve que c'est vraiment ça, c'est d'être fermé et de croire en une seule technique, de diaboliser d'autres. Voilà, donc moi je suis plutôt ouverte à toutes les techniques en fonction de la sensibilité de la patiente, de sa morphologie, de ma sensibilité à moi aussi, de quel exercice j'aime guider ou pas. Mais moi, en tout cas, sur une patiente qui a des transverses très hypotoniques, un bébé très bas, des douleurs de bassin, oui, je vais travailler les transverses et non, je ne vais pas travailler les grands droits. Et j'ai eu la preuve dans mes patientes que les patientes hypertoniques, très sportives, avec des grands droits vraiment toniques, ont plus de diastasis. Alors peut-être que les études ne le prouvent pas. Moi, ça fait depuis 2005 que je fais que de la périnéologie et de l'abdologie. Alors, c'est pas du tout scientifique comme raisonnement, mais je le vois au quotidien. Bah, je trouve que c'est une super transition pour parler du postpartum, ce que tu viens de dire sur le fait d'avoir plusieurs techniques, pour le coup. Allez, à ton tour, dis comment tu prends en charge, à partir de quand, etc. Alors, donc les sages-femmes, on peut faire donc de la rééducation du périnée chez toute femme ayant un jour accouché. C'est vraiment le seul point qu'on a en commun avec les kinés. Et donc, du coup, dans le cadre du postpartum, pour le coup, la rééducation du périnée, on la démarre généralement à partir de 6 semaines post-accouchement. En soi, ce serait autorisé de commencer au bout d'un mois, mais bon, on aime bien laisser un peu le temps au temps aussi de faire son œuvre. Donc, généralement, on dit au bout de 6 à 8 semaines pour démarrer la rééducation du périnée avec une sage-femme. Voilà. Je dis juste ça vraiment. Ben nous, en tout cas, la prise en charge, je crois que administrativement, c'est au bout de 90 jours qu'on intervient.
Après, il faut bien savoir que dans les régions comme nous, toi, tu es à Lille, c'est ça? Moi, je suis dans le Nord, ouais. Moi, je suis à Paris, donc il y a plein de thérapeutes, on a le choix. Après, il ne faut pas se braquer sur je veux absolument aller voir une sage-femme, je veux absolument aller voir un kiné, parce que à savoir que dans beaucoup de régions, on n'a pas vraiment le choix et on fait avec le thérapeute qui est à côté de chez nous. Nous, je crois que théoriquement, c'est à partir de 90 jours. Après, je sais pas, enfin, peut-être ça fait pas longtemps que c'est passé ou je sais pas, mais moi, j'ai déjà pris en charge évidemment beaucoup de patientes avant 90 jours Bah pour oui. l'éducation périnéale. Et voilà, mais après ça, tout ce qui est administratif, je suis pas très calée. Mais en tout cas, on fait aussi donc la prise en charge de la rééducation périnéale. Et alors souvent, on dit plus que les sages-femmes font la CMP, contrôle et maîtrise du périnée, et que les kinés font de la sonde. Donc on va un peu tempérer. Vas-y, dis ce Alors, que les sages-femmes utilisent le plus. alors, il est vrai que beaucoup de sages-femmes utilisent beaucoup de CMP. C'est certain. Après, je pense que peu importe la profession, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a également beaucoup de sages-femmes qui font plein d'autres choses que la CMP. On a plein de choix de techniques concernant la rééducation du périnée. Il y a également des sages-femmes qui, à l'inverse, ne font que de la sonde, comme ce qu'on a tendance à dire au niveau des kinés. Et voilà. Le fait aussi de, moi j'aimerais bien revenir sur la sonde et le manuel. Donc on me pose beaucoup la question qu'est-ce que c'est le mieux, qu'est-ce qui est le mieux, la CMP, la sonde. Alors déjà pour moi il n'y a pas du tout d'opposition. Donc pour moi la CMP, contrôle et maîtrise du périnée, c'est essentiel au début pour visualiser où est le périnée, pour commencer à le mobiliser. Après sur beaucoup de patientes qui ont des périnées difficiles, il y aura besoin pourquoi pas de sonde quand c'est bien utilisé avec évidemment une contraction musculaire en même temps. Déjà la sonde, il y a beaucoup de choses. Il y a l'électrostimulation et il y a le biofeedback. Donc déjà c'est deux choses complètement différentes. Je pense que toutes les techniques ont leur intérêt. Donc je dirais plutôt CMP pour apprendre à découvrir la zone, tout comme on montre sur le bassin. Après on lui demande à ressentir sur elle. Les kinés utilisent aussi du manuel sans l'appeler forcément CMP, mais on fait aussi de la prise de conscience du périnée. Ensuite, moi, je trouve quand même très important de prendre en charge la sphère abdomino-périnéale et pas de faire du périnée en analytique, parce qu'un périnée fonctionnel, c'est pas juste quand on dit contrôle et maîtrise connaissance et maîtrise du périnée. C'est bien de le connaître, c'est bien de le maîtriser, mais souvent, ça se travaille en position allongée. Un périnée fonctionnel, on va aussi le travailler en position debout, avec la remise en charge, avec le sport. Donc, moi, je dirais que ma rééducation, elle est plutôt axée fonctionnelle, plus que analytique, même si on commence toujours par l'analytique pour arriver au fonctionnel, c'est évident. Mais je pense qu'il y a aussi des sages-femmes qui font du fonctionnel, donc ça dépend de la sensibilité de chaque professionnel. Oui, tout à fait. Et effectivement, finalement, donc il y a beaucoup de formations de rééducation du périnée, qu'on soit sage-femme ou kiné, je pense. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense qu'il ne faut pas avoir une méthode à tout prix. Mais moi, j'aime bien dire que si quelqu'un est super fier de sa méthode et en parle avec autant de dévouement, c'est qu'il y a sûrement du bien. Et donc, j'aime bien essayer de comprendre ce que chacun aime dans telle méthode et après faire preuve de bon sens. On ne peut pas juste pointer du doigt telle ou telle méthode en se disant, mais en fait, quel est le souci de cette patiente-là? Forcément, si c'est une patiente qui a des fuites en se mettant debout et qu'on travaille 15 séances allongées, on peut se demander, voilà, enfin, on peut, je trouve, parfois juste avec un peu de bon sens, se remettre en question sur notre propre pratique. Mais effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, quand on est dans des grandes villes, on a le choix. Et du coup, ce qui est vraiment important, je pense que ce qu'on a envie de diffuser aujourd'hui avec Estelle, c'est que il y a beaucoup de techniques. Donc, votre professionnel, enfin, nous en tant que professionnels, on est souvent on est convaincus par nos techniques, mais il est bon. Parfois, on tâtonne aussi. Voilà, pour tel périnée, je pense que ça va fonctionner, mais en fait, non. Je me rends compte que c'est trop tôt et du coup, on se passe là-dessus. C'est normal de tâtonner. Faut être ouvert et surtout, ne pas faire de petits délires kiné versus sage-femme, qui est le mieux, quelle technique
et la mieux. Voilà, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on a envie de tabler. Et surtout que le mieux, ce sera pas forcément de définir un professionnel en fonction de sa formation initiale, mais Mm. plutôt en fonction de son écoute. Il y a des sages-femmes qui seront pas du tout à l'écoute, des kinés qui seront pas du tout à l'écoute. Donc déjà, pour faire une bonne rééducation, la base, c'est faire un bilan, être à l'écoute, demander à la patiente ses objectifs, ne pas passer à côté de certains symptômes, style si on pose pas la question de l'incontinence au gaz, c'est sûr qu'on Ouais. ne saura pas. Si on pose pas la question des douleurs en sexologie, on ne le saura pas. Donc que ce soit kiné ou sage-femme, il faut vraiment essayer d'être avec un professionnel qui est à l'écoute, qui fait des vrais bilans, qui cherche vraiment à trouver. Et puis, parfois, on utilise une technique pendant 3-4 séances. On pense Mhm. que c'est la bonne technique. 3-4 séances, on voit qu'il n'y a aucune évolution. On change de technique. C'est pas qu'on s'est trompé, c'est juste que c'est pas une science exacte et que souvent on fait des essais-erreurs et qu'en voyant qu'une technique marche pas, on va s'orienter sur une autre. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il faut essayer d'éviter les guéguerres sage-femme kiné comme ça a pu se faire ou comme ça peut se faire encore de temps en temps et essayer juste d'accompagner au mieux la patiente. Et il y a aussi une question de personnalité. Moi, il y a des patientes, peut-être j'utiliserai peut-être la même technique que toi sur certaines choses, mais elles vont Mhm. pas du tout accrocher, elles vont pas avoir confiance en moi, du coup il y aura aucune adhérence au Ouais. traitement, elles feront pas leurs exercices et peut-être qu'avec toi, alors que tu auras dit exactement la même chose et avec les mêmes techniques, ben, peut-être qu'elle accrochera plus avec toi. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter aussi à choisir son professionnel, pas que en fonction des diplômes, mais aussi en Mm. fonction de la personne et est-ce qu'on a envie de lui faire confiance Ouais, et oui, complètement, parce que pour le coup, autant c'est pas une science exacte, autant parfois avec des tests où tu dis non mais vraiment cette patiente elle a besoin de telle technique. Si tu sens que bah, cette patiente justement elle aime énormément la CMP, ça lui parle beaucoup et tu sais que non là il faut passer à une autre étape, bah, elle va pas forcément accrocher avec le fait que toi tu lui proposes autre chose et ne pas oublier que quand que je sois sage-femme ou que je sois kiné, quand une patiente change de professionnel, c'est important que nous, en tant que soignants, on ne se dise pas, ah bah, qu'est-ce qu'a fait mon prédécesseur? Vraiment, c'est hyper important enfin, moi, je me dis toujours peut-être que si ma patiente change, le deuxième soignant va se dire ça de moi, alors que j'aurais fait du mieux que je peux avec ce que j'ai aujourd'hui. Et peut-être qu'effectivement, comme tu dis, la manière dont c'est expliqué, ça aura été reçu ou pas. Et partez du principe que votre collègue a fait du mieux qu'il pouvait avec les données que lui a donné la patiente ou qu'il est allé chercher. Et que ce que retranscrit la patiente n'est pas forcément vraiment ce qui s'est passé au sein du cabinet. Donc, voilà, soyons aussi un peu bienveillants envers nos collègues et ce, peu importe la profession, parce que parfois au sein même d'une même profession, on va se dire, bon, bah, ça s'est mal passé avec le voisin, du coup, il est venu me voir. Pas du tout, c'est pas du tout ça. il y a aussi enfin moi je sais que j'ai des patientes, j'ai les dossiers, donc je vois, elles sont venues 4 ans avant pour un autre bébé. Je leur dis, bah, allez, montrez-moi comment vous faites vos abdos hypopressifs. Bon, moi, j'adore les abdos hypopressifs, même si c'est très controversé, évidemment, comme toutes les techniques. Et je leur dis, montrez-moi. Elles me disent, ah, mais on n'en a jamais fait. Oui, Et là, à force, je leur remonte l'exercice. Ah oui, peut-être. Mais du coup, si elle était allée voir un autre professionnel, elle aurait peut-être dit, ah ben non, avec Estelle, moi, j'ai fait que de la sonde. Peut-être elle se serait bah souvenue oui, que quelques séances où on a fait que de la sonde. Et elle aurait dit ça. Donc c'est vrai qu'il faut prendre un peu du recul entre ce que nous raconte la patiente sur le traitement qu'elle a fait avec ouais. notre consoeur ou ou l'autre thérapeute. Et voilà. Mais en tout cas, on a tous des techniques complémentaires, même d'un kiné à l'autre, d'une sage-femme à un kiné. On utilise tous plein de techniques en fonction de nos formations et de nos affinités. Et voilà, je pense que c'est complémentaire et que c'est dans Bah, notre façon complètement. d'accompagnement. Et je rappelle que bah, les sages-femmes ne font pas les abdos. Alors forcément, on a des petites notions dans le sens où quand on fait quand même nos formations de rééducation du périnée, on comprend quand même globalement comment tout fonctionne. N'empêche qu'on n'est pas kiné et qu'on fait pas les abdos. Et donc de toute façon, alors autant peut-être que vous n'aurez pas besoin de nous pour la rééducation du Moi, postpartum. les questions sur l'allaitement, je n'y réponds pas. Mais voilà, ouais, ou sur la cicatrice qui n'a pas encore Ah, si. cicatrisé. Ah oui, alors nous, les cicatrices, Qui on n'a est pas encore cicatrisé. complémentaires avec vous.
Vous Oui, faites les cicatrices avant du cicatrisation et début. nous, on enlève les adhérences après. Voilà. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a souvent cette continuité. Finalement, il y a quand même beaucoup de patientes qui voient les deux professionnels. Et donc, même si une patiente a fait sa rééducation périnéale avec une sage-femme, quand ensuite elle va passer aux abdos, soit après le périnée, soit vers la En fin, parallèle. et ben forcément, ça va venir renforcer ce qu'elle est déjà en train de travailler avec son périnée. Donc, il y a vraiment cette complémentarité. Je trouve qu'il est plutôt à travailler. Ah, et aussi, j'avais une question, j'y pense. J'avais une patiente qui me disait, une patiente sur Instagram, enfin, pas une patiente, une fille sur Instagram, qui me disait qu'elle avait eu des fuites urinaires, qu'elle l'avait dit pendant la grossesse, qu'elle en avait parlé à sa gynéco, qui lui avait dit, bah, parlez-en à votre sage-femme, et que sa sage-femme lui avait dit, mais c'est tout à fait normal d'avoir des fuites pendant la grossesse. On ne fait pas de rééducation. Donc nous, par contre, en kinésithérapie, on prend en charge, je ne sais pas si vous aussi, mais une fuite urinaire en grossesse, ça se prend en charge. Oui, je confirme. Voilà, donc ça dépend, encore une fois, ça dépend de chaque professionnel et de la sensibilité de chacun. Il y a quoi? Il y a des questions? Oui, en ce qui concerne le massage de la cicatrice type césarienne, vers qui se tourner? Eh ben, les deux. Les kinés. Avant cicatrisation de Oui, la ah oui, oui, sage-femme. avant cicatrisation, pardon, je voyais massage de cicatrice, oui, enfin, ouais, du coup, Oui, massage, c'est après cicatrisation, donc c'est ouais, donc ce sera kiné. Nous, en fait, on va la regarder donc, peu de temps après la césarienne, on fait le suivi, on va la voir, par exemple, si on se voit pour la rééducation du périnée, on la voit à distance. Ça permet quand même de demander à la patiente si elle sait qu'elle peut la masser. Mais en fait, c'est ça aussi la complémentarité des professions, c'est que les patientes, elles peuvent pas forcément deviner qu'elles peuvent faire de la rééducation abdo, qu'elles peuvent aller voir un ou une kiné pour masser leur cicatrice. Et c'est aussi à ça enfin, c'est ça aussi la pluridisciplinarité, c'est que quand on tombe sur un professionnel, et idem quand elle vient faire la rééducation chez des kinés, peut-être que elle va, comme tu dis, parler de l'allaitement, et là vous allez dire, mais enfin, vous savez, vous pouvez très bien reprendre rendez-vous avec votre sage-femme. Et connaître les champs de compétences de l'autre permet d'orienter les patientes parce que moi, je trouve que les patientes aujourd'hui, parfois, elles sont un peu perdues dans le système de soins. Qui contacter à quel moment, c'est pas si évident que ça. Ben, souvent, typiquement pour leur cicatrice, on leur fait leur césarienne et on leur dit, vous n'oublierez pas de masser votre césarienne. Oui, Quand, comment, vous n'oublierez pas de masser votre épisiotomie si elle est douloureuse. Quand, comment. Donc, c'est vrai que c'est pas mal si la sage-femme peut dire, ben, votre kiné va vous aider sur, par exemple, une épisiotomie adhérente, douloureuse, qui crée des douleurs pendant les rapports ou même en dehors des rapports. Et c'est vrai que comme c'est la sage-femme qui voit la patiente en premier, en postpartum, théoriquement, c'est vrai que c'est pas mal d'avoir dans son entourage des bah, contacts de sage-femme et de kiné pour pouvoir faire une prise en charge plus complète. complètement. J'essaye de regarder les Et je questions. vois que sur Zoom, il y a nous sommes là. Il y a des questions. Alors, je vois que sur Zoom, il y a une question. Alors pardon, ça date de quand je parlais de l'accouchement, je pense. Ce sont les mouvements de contre-nutation, nutation. Oui, ça fait partie effectivement des choses en posture qu'on aide à faire. Le fait de mettre plutôt le bassin dans un sens ou dans un autre, idem au moment de pousser. Mais globalement, pendant le travail, c'est le mouvement qui compte, pas spécialement être dans une posture figée, le mouvement sera toujours bon. Voilà, globalement, c'est ça. Mais du coup, oui, mutation contre mutation, mais droite-gauche, lever de genou, lever de genou, voilà. Ah, c'est quoi les abdos hypopressifs? Alors, les abdos hypopressifs, donc on dit abdos hypopressifs, mais en fait, c'est une gym globale, posturale, respiratoire et qui engage bien les abdos. C'est une technique particulière qui est utilisée plus souvent par les kinés, je pense. Je ne sais pas si les sages-femmes le font beaucoup. Dans certaines formations de rééducation du périnée, c'est plus ou moins expliqué. On va dire ça comme ça. Dans 2 semaines, par exemple, je donne une formation d'hypofitness. Et du coup, j'ai ouvert c'est la première fois qu'elle se donne en France. On est 20 pays. On a mis en place un conseil international de l'hypopressif pour défendre la technique parce qu'elle est très, très modifiée en bouche à oreille. Des gens qui savent même pas ce que c'est, qui en font
et qui apprennent à en faire d'une façon qui n'est pas correcte. Donc, on a créé un conseil avec 20 pays, 22 pays, pour défendre l'hypopressive dynamique. Et du coup, dans 2 semaines, il y aura une formation qui est ouverte, bien sûr, aux sages-femmes, même aux profs de sport, yoga, etc. Il y a un problème de son? Ouais, pardon, je vois que moi, ça bug un peu ma connexion, mais ça va. Donc voilà pour la gym hypopressive. En gros, c'est une gym globale, respiratoire et posturale qui permet plein de bénéfices, aussi bien respiratoires que abdominaux, que périnéaux. Ça aide aussi sur les patients qui ont des vessies un peu basses. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser aussi à une question d'une patiente qui m'avait dit, bon là, normalement, on s'adresse à des professionnels, mais ça me fait penser à une question. Donc, voilà. Ouais, Est-ce que vas-y. vessie basse pendant la grossesse? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Euh, c'est compliqué comme question, je trouve, de répondre sans avoir examiné la patiente parce que ça veut pas dire grand-chose, une vessie basse. Est-ce qu'on parle d'un début de prolapsus ou est-ce qu'on parle également d'une présentation fétale qui est très basse? J'ai envie de dire, la vessie, on n'est pas censé la sentir plus qu'en dehors de la tête. Après, dans quelles conditions était fait l'examen? Est-ce que c'était vessie pleine, vessie vide? Est-ce que la présentation est vraiment très basse? Est-ce que la patiente se plaint de symptômes? Disons que si vraiment à l'examen, elle est basse, c'est-à-dire début du coup de descente d'organes, non, c'est pas normal. Non, et donc il y a quand même des choses à faire, même au niveau postural. Comme on voit que la vessie, en fait, elle s'accroche par des ligaments aux autres viscères, aux muscles abdominaux. Il y a quand même des choses à faire en tonification posturale pour essayer quand même de maintenir, même si on est enceinte et même s'il y a des hormones qui relâchent les muscles et les ligaments. Et ça me fait penser quand tu parles de posture, justement, alors moi je suis hyper nulle en nom de ligaments. J'avoue que je fais aucun effort pour essayer de les retenir, mais globalement je sais où ils se placent. Mais tu vois, il y a un ligament qui passe par le col de l'utérus, qui passe proche du col. Et justement, il arrive que chez certaines patientes, elles aient un col qui ait tendance à être pas suffisamment efficace pendant la grossesse, qui a tendance à être vite sollicité. Et justement, parfois, de relâcher des tensions, de travailler des postures. Alors oui, les sages-femmes, on peut donner des conseils, mais ça ne vaudra pas, je pense, un accompagnement par un kiné. Où là, les ostéos aussi, parfois, en relâchant certaines tensions, ils peuvent vachement aider pour ce genre de choses. Mais c'est vrai que parfois, même au moment de la grossesse, d'avoir une bonne posture, de relâcher les tensions au niveau du bassin, ça aide aussi à éviter d'accoucher prématurément. Je rassure à toutes les personnes qui se tiennent mal, ça ne va pas vous faire accoucher prématurément, mais parfois, face à un col qu'on sent, je trouve pas le mot adéquat, mais enfin, bref. Mais en gros, parfois, ça peut expliquer certains soucis au niveau du col. Mais en tout cas, pour les kinés qui sont intéressés par ça, il y a une très bonne formation de Michael Amostegui qui est donnée à l'EIRPP sur la thérapie manuelle en obstétrique, justement. Donc, tout ce qui est sur la femme enceinte, tout ce qui est biomécanique du bassin et tout ce qui peut être fait vraiment en thérapie manuelle. Donc, vraiment, super bonne formation. Je te propose, comme là, il est 14 heures et que je vais bientôt devoir filer. Je te propose qu'on réponde aux toutes dernières questions. Là, il y en a sur Zoom. Serait-il possible de faire un cabinet sage-femme kiné sur l'accompagnement prépa à la naissance en lien avec une maison de naissance selon vous? Moi, je pars du principe que dans la vie, tout est possible. Hein, donc... C'est quoi la question? Est-ce que c'est de créer ce genre de structure? Je pense, serait-il possible de faire? Oui, pourquoi pas. Oui. Surtout Après, que c'est à la mode, hein, c'est très encouragé par toutes les régions, etc. Donc, complètement. C'est très à la mode. J'ai une question aussi par rapport à la ceinture de grossesse. Toi aussi, tu l'utilises? Oui, complètement. Ouais. C'est une ceinture comme ça qui est élastique, mais pas trop, et qui permet de stabiliser le bassin soit pendant la grossesse quand il y a vraiment trop d'instabilité au niveau du bassin, soit en postpartum quand aussi on ressent cette instabilité avec éventuellement des douleurs au niveau du pubis, au niveau du sacrum. Donc
Ça, c'est un outil qu'on utilise en sage-femme et en kiné. Ouais. Je pense que ça a été créé ou en tout cas développé par Bernadette de Gasquet, celle-là précisément. Il y a plusieurs qui existent. Donc ça, voilà. D'autres questions? Je vois sur Zoom, on a, pour ce qui est de la sexo, les deux professionnels peuvent en répondre. Alors, en termes de sage-femme, pour répondre dans notre champ de compétences, forcément qu'on touche à la sexologie parce que par notre interrogatoire et par des conseils, il n'empêche que la sexo, ça reste une formation supplémentaire et que, en tout cas, moi, par exemple, aujourd'hui, en tant que sage-femme, je vais donner des conseils, je vais ouvrir des portes, mais je ne peux pas, juste avec les compétences de sage-femme, faire un vrai suivi sexo. Ça demande une formation complémentaire. Alors nous, en kiné, c'est aussi des formations complémentaires. Donc moi, par exemple, je suis formée, mais il y a des gens qui peuvent être spécialisés en périnée, mais pas en sexo. Donc ça dépend vraiment du thérapeute que vous allez voir. Et nous, donc oui, on traite, on accompagne tout ce qui est vaginisme, dyspareunie, vulvodynie. C'est quand même une grosse part de notre pratique. Parce qu'on voit toujours le périnée comme il est faible, j'ai des fuites urinaires. Donc déjà, les fuites urinaires, c'est pas toujours dû à une faiblesse. Mais ça, voilà. Mais une grosse partie de la gêne périnéale dans la population, c'est surtout beaucoup en sexologie. Il y a la fuite urinaire et la sexologie, c'est nos deux grands champs d'action. Oui, c'est ça. Et du coup, je rebondis, c'est vrai que les sages-femmes, comme je dis, on va ouvrir des portes. En fait, peut-être qu'on va être le premier professionnel que vous allez aller voir pour faire un examen clinique, donc soit chez la sage-femme, soit chez votre gynéco. Déjà, éliminer que visuellement, il n'y a rien qui explique les gènes. Et selon vos plaintes et les causes de vos plaintes, effectivement, les kinés, on peut facilement vous adresser à des kinés. Parce qu'en sexologie, il y a aussi, moi j'aime bien envoyer chez des dermatos. Ouais. Parce que il faut aussi explorer ce champ-là, notamment pour expliquer des douleurs. Exactement. Bon, après, quand c'est un manque de sensations, beaucoup de manque de sensations en postpartum, ça c'est la rééducation périnéale plus ou moins classique qui va arranger les choses. Tout à fait. Sur Zoom, là, on a Estelle, tu pourrais parler du travail des transverses pendant la grossesse. À combien de semaines peut-on commencer à prendre rendez-vous avec un kiné pour faire des séances de rééducation prépartum pour préparer accouchement et bon travail du transverse? Alors, je sais pas si ça s'appelle. Je suis nulle en administratif, vous l'aurez compris, donc je sais pas si ça s'appelle séance prépartum, bref, mais par exemple, moi j'ai des patientes qui viennent pour des douleurs de dos en grossesse, donc là on travaille directement les transverses. J'ai aussi des patientes qui étaient en rééducation périnale et qui tombent enceintes, et du coup, pareil, on continue la rééducation périnale et abdominale, mais évidemment on adapte les exercices à la grossesse. Après, en fait. Moi, par exemple, dès le début de mes grossesses, j'ai continué à travailler mes transverses. Je pense que c'est bénéfique dès le début de la grossesse. Je vous dis, ça aide à porter le bébé plus haut, ça aide à soulager le périnée. Après, au niveau administratif, prescription, tout ça, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je pense qu'une prise en charge abdominale peut être faite à n'importe quel moment de la vie, en grossesse ou hors grossesse. Est-ce que cette fois-ci, on répond à une toute dernière question, parce qu'après, j'ai un rendez-vous. Et je ne sais pas si tu la trouves intéressante, mais là, il y a une question sur Instagram. Que pensez-vous de l'appareil Pelvis Center? T'as vu ou pas? Vas-y, moi, c'est pas du tout mon... Non, en fait, une prise en charge périnale, c'est un bilan. C'est des vérifications manuelles permanentes pour voir si les mouvements sont corrects, pour voir l'évolution, pour voir comment orienter les exercices. On m'a posé la même question avec les sondes connectées. La sonde connectée, c'est un bon outil complémentaire, mais ça ne remplace pas une rééducation. Et le Pelvic Center, je trouve ça encore moins. Au moins, une sonde connectée, il y a un biofeedback, il y a un retour visuel, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Le Pelvic Center, pour moi, c'est juste non, mais vas-y. Écoute, moi, je me suis pas encore penchée énormément sur la question. J'avoue que je n'ai pas lu énormément sur comment ça fonctionnait. Mais effectivement, je pense que sans retour, en fait, tout bêtement, comment savoir que la patiente contracte correctement, dans le bon sens, suffisamment? Je pense que le concept du Pelvic Center, c'est des courants interférentiels qui se croisent au niveau du périnée, donc tu n'es pas obligé d'être déshabillé ni rien. Ouais. Ou peut-être si juste tu mets des électrodes. Je sais même pas si je pense pas. Courants interférentiels où il n'y a même pas d'électrodes. Ouais.
Donc en fait, c'est des courants interférentiels qui s'envoient comme ça, qui se croisent. Et au niveau où ils sont censés se croiser, à peu près comment tu te situes dans le fauteuil, ça va contracter, enfin ça va entraîner une contraction passive. Donc après, est-ce que dans ces cas-là, ils accompagnent avec une contraction active? J'espère quand même qu'ils le font. Sinon, ça n'a vraiment que peu d'intérêt. Après, je crois que c'est une position assise. Moi, je suis plutôt fonctionnelle, donc je vois pas trop l'intérêt de travailler le périnée en position assise, à part, enfin, en début de rééducation, pour le travailler de façon analytique, etc. Très bien, pour une prise de conscience, le périnée monte par rapport à la chaise, c'est bien. Mais voilà, à part pour du travail de proprioception, de ressenti, je vois pas trop l'intérêt de travailler le périnée de cette façon-là. Bah, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, les personnes qui sont à fond dans une seule et même méthode et qui plus est, leur technique en plus de com, c'est de décrier les professionnels de santé, les sages-femmes et les kinés et leurs méthodes en se tablant sur de bons gros préjugés. Voilà, je pense que quand on a une méthode, en tout cas, qui fonctionne du début à la fin pour toute la rééducation, on n'a pas besoin de rabaisser les méthodes des voisins. Je pense que globalement, ça montre un peu, c'est toujours pareil. Et si ça aide au début une patiente à prendre connaissance de son périnée, à mettre un pied dans la rééducation du périnée, moi, je me ferme jamais à rien parce que je me dis que peut-être que psychologiquement, ça va aider la patiente à passer le cap. Voilà, souvent, c'est bien de connaître différentes méthodes. Moi, j'ai connu une seule patiente qui l'avait essayé. Je crois qu'une fois, je l'ai essayé dans un salon. Ouais. Et j'ai eu une patiente, par contre, qui l'avait essayé sur 50 séances. Avec absolument aucune amélioration, 50 séances à faire ça. Voilà, donc évidemment, j'ai un avis négatif là-dessus. Après, c'est que mon avis. J'ai pas d'études scientifiques qui prouveraient que ci, qui prouveraient que ça. C'est vraiment un avis personnel. Ça roule. Et ben, merci Estelle. Ben, merci Charline. C'est bon pour moi. Merci à toi Estelle, merci à tous. Donc, je vais aussi vous dire que le live, il sera en replay donc, sur mon compte Insta, mais aussi sur le replay du salon, ça s'appelle salonrééducation.com. Donc, ce sera en replay sur Rééduca. Et voilà, ben, merci à tous. J'espère que ça vous a plu. Et ben, merci beaucoup, Charline. Et ben, merci à toi, Estelle. Merci, Rééduca, également pour ce moment. Salut sur Instagram aussi. Au revoir à tous.